Merci beaucoup pour cette invitation. C'est vrai que le professeur Gasser était bien navré de ne pas pouvoir vous rejoindre aujourd'hui pour des raisons voilà, de santé qui sont bien indépendantes de sa volonté. Et au fond, nous avons préparé ensemble cette présentation qui vise au fond essentiellement effectivement à partager avec vous et je me réjouis vraiment de cette opportunité qui est offerte d'aborder au fond ces aspects effectivement au fond quelle place, quelle mobilisation pour les neurosciences à la fois sur la question très pratique de la réalisation des expertises cliniques dans le domaine vraiment clinique et puis également partager avec vous puisque à l'Institut de psychiatrie légale, on réalise aussi un certain nombre de travaux de recherche, partager, mais peut-être assez brièvement, trois études qu'on a menées à l'Institut de psychiatrie légale autour de la question des neurosciences, et notamment l'impact des données neuroscientifiques sur la perception de l'expertise par le magistrat. Je m'attarderai peut-être un petit peu plus longtemps sur cette étude-là qui est tout à fait intéressante et qui surtout avait mobilisé pour le coup des magistrats français au travers notamment de l'École nationale de la magistrature qu'on avait beaucoup remercié pour ça. Mais peut-être dans un premier temps, au fond, aborder les aspects cliniques autour de l'expertise. Et en commençant, j'ai le diapositive qui disparaît, mais peut-être va-t-elle réapparaître? Ah, voilà que je suis allé trop vite. Donc voilà, pour au fond commencer, la première question, il y a au fond quatre questions fondamentales ou quatre fonctions dans l'expertise psychiatrique, en tout cas telle qu'elle est réalisée en Suisse. Peut-être commencer par dire très brièvement qu'on n'a pas en Suisse une expertise psychiatrique d'un côté, une expertise psychologique de l'autre. On a vraiment une seule expertise qui est demandée par l'autorité de poursuite. Et cette expertise, habituellement, est faite seule, mais nous avons, nous, une pratique qui est de la faire systématiquement à deux. Ça peut être deux psychiatres ou ça peut être un psychiatre et un psychologue. On a dans notre équipe à la fois des psychiatres et des psychologues et nous travaillons ensemble à l'établissement de ces expertises. Et il y a au fond quatre questions ou quatre fonctions fondamentales qui sont adressées à l'expert psychiatre. La première étant, au fond, la question de l'évaluation, de la détermination de la présence d'un trouble mental, le cas échéant, chez la personne examinée. Et ce trouble mental, eh bien, on va l'évaluer essentiellement par le biais d'une appréciation clinique, et notamment une appréciation clinique de la psychopathologie. C'est évidemment la partie au fond systématique qui sera faite. Cette évaluation psychopathologique, elle est faite au travers de l'anamnèse, qui peut être une anamnèse, une auto-anamnèse ou une hétéro-anamnèse. Auto-anamnèse au travers de ce que la personne elle-même va pouvoir nous indiquer de son parcours, de ses difficultés éventuelles, mais également hétéro-anamnèse au travers d'éléments d'histoire de la personne que l'on va pouvoir récolter par ailleurs, notamment en ayant accès à son dossier médical, en ayant contact éventuellement avec des médecins traitants, psychiatres notamment, qui ont pu s'occuper de la personne le cas échéant. Il est vrai aussi que nos expertises en Suisse ne se basent pas sur un seul entretien avec la personne. Hein. C'est en moyenne trois, plutôt quatre entretiens à des moments divers, des entretiens d'une à 2 heures chacun, ce qui permet effectivement d'avoir suffisamment de temps malgré tout pour aborder passablement d'éléments, notamment pour recueillir ces éléments auto-anamnéstiques et puis toutes sortes d'éléments hétéroanamnéstiques. Et puis on va bien entendu faire une évaluation clinique au travers de l'observation et le status à la recherche de tous les éléments. On va faire aussi, mais ce n'est pas systématique, éventuellement on va pratiquer des examens complémentaires, qui peuvent être des examens ou psychologiques ou biologiques. Et les examens psychologiques les plus fréquents vont être par exemple des tests projectifs, des types tests de Rorschach, hein, à la recherche d'éléments de compréhension du fonctionnement de la personne selon
au fond une grille de lecture psychanalytique, mais c'est vrai que tous les experts psychiatres ne sont pas forcément d'obédience psychanalytique, donc certains vont les utiliser, d'autres moins, il y a le choix. On va aussi utiliser des tests psychométriques, notamment pour évaluer les compétences intellectuelles et cognitives, les tests de QI par exemple, etc. On va avoir également la possibilité d'avoir recours à des examens biologiques, qui peuvent être par exemple des examens sanguins à la recherche de dosage de médicaments par exemple, ou de substances psychoactives ou autres, à la recherche éventuellement d'altérations endocriniennes, le cas échéant, qui pourraient rendre compte ou participer de manifestations psychopathologiques. Et il pourrait arriver, mais là on est vraiment dans des situations qui sont tout à fait exceptionnelles, de demander finalement une imagerie cérébrale, une IRM. Là, il faut qu'on ait véritablement un certain nombre d'indicateurs cliniques, éventuellement même on va passer par une consultation neurologique au départ, qui pourrait nous orienter vers quelque chose qui nous laisse suspecter la présence effectivement d'une lésion, d'une atteinte cérébrale qui pourrait justifier d'être par exemple confirmée par cette imagerie cérébrale. Il nous est arrivé également extrêmement rarement de devoir demander d'autres types d'examens que des examens d'imagerie, comme par exemple des tests génétiques, par exemple, pour confirmer ou infirmer la présence de tel ou tel syndrome lié à des malformations, à des troubles génétiques, par exemple. Ce sont des cas qui vont se discuter, notamment avec le mandant, parce qu'évidemment que ce genre d'examens complémentaires vont entraîner des coûts supplémentaires pour l'expertise et il faut s'assurer évidemment que les choses soient possibles de ce point de vue-là. Et donc, au fond, pour répondre à la question de la présence d'un trouble mental, on voit que c'est essentiellement une approche qui va être une approche clinique basée sur les connaissances et les compétences cliniques et pas tant sur des compétences ou des capacités au fond d'imagerie ou de données neuroscientifiques. La deuxième question à laquelle on va avoir à répondre, c'est évidemment la question de la responsabilité, respectivement de l'irresponsabilité pénale. Je vous ai mis ici, au fond, je me suis dit que pour des magistrats français, ça pourrait être intéressant de voir l'article du code pénal suisse qui correspond à ça. Je vais pas m'y attarder, c'est pas tellement le sujet aujourd'hui, mais simplement vous dire qu'en droit pénal suisse, on n'évoque pas la question du discernement quand on parle de responsabilité, mais il va s'agir essentiellement, au fond, d'apprécier la capacité qu'a la personne à évaluer le caractère illicite de son acte et sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation. Donc je vous ai mis ici cet article de loi pour que vous puissiez l'avoir. Donc c'est une question fondamentale pour l'expertise que de se prononcer sur au fond, dans quelle mesure les troubles psychiques que présente la personne ont pu altérer soit sa capacité cognitive, sa capacité à pouvoir apprécier le caractère illicite de son acte, et également sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation, c'est-à-dire sa capacité volitive. Je suis parfaitement capable de me rendre compte que je n'ai pas le droit de faire ceci, mais quelque chose en moi, notamment d'un processus psychopathologique, finalement me pousse malgré moi à quand même commettre cet acte-là, ou quelque chose fait que les freins qui habituellement me permettent de me contenir, de me retenir, eh bien, ces freins ne fonctionnent pas et donc quelque chose échappe à ma volonté. On voit donc qu'il va s'agir essentiellement d'une appréciation clinique qui permet au fond d'élaborer une compréhension du fonctionnement mental de l'accusé au moment de l'acte qui se base sur la compréhension qu'on a au fond des éventuelles perturbations psychopathologiques. Quel phénomène psychopathologique a véritablement pu altérer l'une ou l'autre de ces composantes de la responsabilité pénale? Est-ce que la simple décompensation psychotique, l'état, la bouffée délirante aiguë en soi, est-ce que c'est suffisamment explicatif ou est-ce qu'il s'agit d'aller un bout plus loin? Notamment, y avait-il par exemple des hallucinations auditives, notamment des hallucinations de commande, où la personne
non seulement entend des voix, mais ces voix, au fond, lui ordonnent de commettre quelque chose, et dans quelle mesure est-ce que la personne est encore en mesure de résister à ces injonctions que ces voix lui donnent ou pas. On est donc bien là dans une évaluation qui reste essentiellement une évaluation clinique et où, au fond, les éléments, je dirais, de neurosciences vont être d'un apport tout à fait négligeable. Si on réfléchit les choses d'un point de vue au fond théorique, parce que là on est sur le plan pratique, et bien sur le plan théorique, bien entendu que les neurosciences amènent à des réflexions intéressantes sur cette question au fond du déterminisme, parce que là, ce qu'on essaie d'évaluer du point de vue clinique, c'est dans quelle mesure un déterminisme qu'on pourrait appeler un déterminisme pathologique, hein, dans quelle mesure la pathologie entraîne quelque chose qui va au fond échapper à à la volonté et à la compréhension de la personne. Et au fond, dans quelle mesure est-ce que les apports actuels des neurosciences permettraient d'amener une meilleure compréhension ou une nouvelle compréhension de certaines formes de déterminisme? Une sorte de déterminisme neuronal, par exemple. C'est vrai qu'il y a toutes sortes d'études qui montrent, les études de Libet, par exemple, qui montrent que lorsqu'on enclenche un mouvement moteur, peut-être vous en avez déjà parlé dans le cadre de de ce colloque auparavant, donc je vais peut-être faire court là-dessus, mais lorsqu'on enclenche un geste moteur, eh bien, on s'aperçoit que il y a déjà une activité neuronale qui précède le moment même où on va avoir conscience et volonté de faire le geste. Hein. Au moment où je veux me saisir d'un objet, eh bien, il se passe une activité cérébrale dans certaines zones du cerveau qui précède au fond cette volonté même et cette conscience. On voit bien qu'il y a là, au fond, des éléments de déterminisme qui pourraient venir mettre en question, finalement, cette question du déterminisme pathologique, au fond, classique, quand bien même sur le fond, il paraît assez clair que euh, la question du libre arbitre ou la question du déterminisme de manière plus générale est sans doute une question au fond de registre métaphysique et cette question-là, sans doute que les neurosciences n'auront pas de prise sur cette question-là très vraisemblablement. Mais on voit bien que ces nouvelles connaissances, ces nouvelles compréhensions qu'on a au niveau du fonctionnement neuronal, neurophysiologique, de ce qui se passe au niveau des neurotransmetteurs, certainement que ça amène un certain nombre de nouvelles questions qui peut-être nous permettront d'aller au-delà des déterminismes actuels, des déterminismes pathologiques, qui pourraient même, pourquoi pas, envisager de nouvelles formes de diminution de responsabilité en dehors, au fond, d'une pathologie telle qu'elle pourrait être diagnostiquée aujourd'hui. Mais pour le moment, à ce stade, je crois qu'on n'en est pas encore là et certainement qu'en clinique, au fond, dans la pratique quotidienne, eh bien, ça reste au fond la clinique qui nous permet de répondre à cette question de la diminution de responsabilité, voire de l'irresponsabilité. La question suivante qui nous est posée, qui prend de plus en plus d'importance et de place un peu partout, particulièrement en Suisse, c'est la question au fond de l'évaluation du risque de récidive. Cette évaluation du risque de récidive se fait là aussi d'une manière à la fois clinique et en se basant sur un certain nombre d'instruments qui sont des instruments au fond psychocriminologiques avec deux grandes catégories d'instruments. Si je dis les choses de manière très condensée et résumée, mais au fond, d'un côté, des outils qu'on appelle des outils actuariels, comme par exemple la statique 99 pour évaluer les risques de récidive d'actes d'agression sexuelle, des actes à caractère sexuel. Et puis, par ailleurs, des outils qu'on appelle les JPS, les outils de type jugement professionnel structuré, comme par exemple la HCR20 qui est très utilisée, qui là sont des instruments qui seront moins quantitatifs et peut-être davantage qualitatifs, éléments et instruments qu'on va intégrer dans une lecture et une compréhension par ailleurs clinique et individualisée de chaque situation. Là, on voit aussi qu'au fond, cette évaluation du risque de récidive
et en particulier de l'évolution potentielle de ce risque au cours du temps, eh bien, se base à l'heure actuelle essentiellement sur des éléments d'appréciation clinique et d'instruments psychologiques. Pourquoi s'agit-il de faire cette évaluation du risque? Eh bien, notamment parce qu'en Suisse, on a un système pénal qui comprend les peines et les mesures. Je vous ai mis là l'article 56 du Code pénal suisse qui, au fond, fixe les grands principes de ces mesures qui visent, au fond, à prévenir la récidive et qui nécessitent, au fond, une évaluation par une expertise. Un juge ne peut pas ordonner une mesure de sûreté sans expertise pénale, et cette expertise va devoir se prononcer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celle-ci, évidemment qu'on entre là dans quelque chose d'extrêmement délicat, et puis également sur les possibilités d'exécuter la mesure. C'est donc la quatrième fonction de l'expertise qui est véritablement de se prononcer sur l'indication d'un point de vue psychiatrique à l'instauration d'une mesure. Et cette évaluation va prendre en compte, d'une part, effectivement, cette évaluation du risque de récidive tel qu'on peut la faire, et par ailleurs, prendre en compte bien, la gravité du trouble mental, le positionnement de l'accusé par rapport aux faits qui lui sont reprochés, également son positionnement en termes de capacité à entrer dans un processus thérapeutique, est-ce qu'il serait d'accord de le faire ou pas? Est-ce que ça a du sens de malgré tout imposer un traitement quand bien même la personne ne serait pas d'accord d'entrer dans ce processus thérapeutique? Ce sont ces éléments-là qu'il s'agit d'évaluer, sur lesquels l'expert a à se prononcer. Également le type de thérapie, les possibilités concrètes d'exécuter la mesure, et également des indications sur la durée prévisible de la thérapie, puisque le droit des mesures suisse prévoit une certaine durée en fonction des différentes mesures. Alors, je ne vais pas allonger sur les détails de ces aspects-là, simplement pour indiquer que cette question qui est devenue une question les moyens qui permettent de prévenir la récidive font désormais partie des attentes importantes qui reposent sur les épaules des experts. Eh bien, on voit finalement que là aussi, du point de vue de la pratique clinique, eh bien, les éléments neuroscientifiques sont de fait peu ou pas utilisés à l'heure actuelle. Donc au fond, on pourrait en faire une première conclusion provisoire qui serait de dire que d'un point de vue clinique, eh bien la pratique concrète au quotidien ne repose pas sur des éléments qui proviennent du champ des neurosciences, mais bien sur un corpus de connaissances qui est issu du domaine de la psychiatrie clinique. Par ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas de législation spécifique en Suisse sur la question de l'utilisation des neurosciences ou d'autres domaines. L'expert reste tout à fait maître de ses choix méthodologiques. Il a évidemment il doit rendre compte de sa manière de travailler, de pouvoir rendre compte de sa méthodologie de travail, mais il reste totalement libre et il a une assez grande marge de manœuvre en termes d'investigation. Il a la possibilité, par exemple, notamment d'interroger un certain nombre de personnes dont il estime que ça pourrait être nécessaire dans le cadre de son mandat, en référant bien entendu à la direction de la procédure, mais tout de même avec une certaine marge de manœuvre. Alors voilà ce qu'il en est pour, au fond, les aspects de la pratique clinique. Il me paraissait intéressant parce qu'on pourrait se dire, mais finalement c'est un petit peu triste de se dire que ces éléments neuroscientifiques n'apportent pas grand-chose à l'heure actuelle dans la pratique, mais enfin, on en est là aujourd'hui. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de voir le champ de recherche, les champs de recherche qui peuvent s'ouvrir sur ces questions-là. Et on a conduit, comme ça, on conduit un certain nombre de recherches dans ce domaine à l'Institut de psychiatrie légale
à Lausanne. Et notamment, vous présentez cette étude qui est la question de l'impact des données neuroscientifiques sur la perception que le magistrat peut avoir de l'expertise. Donc, l'objectif, c'était vraiment en introduisant des données neuroscientifiques dans des rapports d'expertise, de voir quel impact cela pouvait avoir sur le magistrat. Donc, il y a en fait 41 magistrats français qui ont été sollicités pour lire au fond un cas clinique qui était un résumé en fait d'expertise. Avec nos expertises en Suisse, elles sont de manière générale beaucoup plus longues en termes de pages que les expertises qui sont réalisées en France, puisque chez nous, elles font plusieurs dizaines de pages très volontiers. Les expertises que nous réalisons au centre d'expertise chez nous font en moyenne entre 30 et 40 pages, je dirais. Donc là, on en a fait un résumé de ces expertises, d'expertise, et qu'on a au fond soumis. On a fait au fond deux expertises similaires l'une l'autre, deux rapports d'expertise similaires l'un l'autre, sauf que dans l'un, on a au fond on a inséré des données neurobiologiques. Et ensuite, on a posé un certain nombre de questions à ces magistrats sur la perception qu'ils pouvaient avoir, notamment de l'expertise. Donc, sur ces 41 magistrats, en gros, c'était une moitié de procureurs, une moitié de juges de siège. Il y avait 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes, et une moyenne de 13 ans d'expérience professionnelle. Donc, pas des gens débutants dans leur profession, tous des gens qui avaient eu l'habitude de voir un certain nombre d'expertises. Donc, les rapports étaient le même dans les deux groupes, et simplement dans le groupe où on avait ajouté des éléments tirés d'aspects neuroscientifiques, c'est des éléments qui avaient été tirés de cas réels, de cas jugés, notamment aux États-Unis, mais des éléments qui ont en fait été rejetés au niveau du procès pour différentes raisons, notamment des raisons internes à ce qui pouvait en être dit sur un plan de scientificité. Bien entendu que toutes ces données, enfin tous ces éléments que je vous indique là, n'ont pas été communiqués aux magistrats. On ne leur a pas dit non plus qu'il y avait 2 groupes d'expertise différentes. Ils avaient simplement comme consigne de lire une expertise et de nous dire au fond ce qu'ils pensaient de l'expertise en termes de qualité, de scientificité. On va voir un peu les réponses par la suite. Et donc, ce qu'on avait inséré comme données neuroscientifiques dans l'expertise pour le groupe qui avait cette partie, c'était donc de dire que l'évaluation neurologique réalisée à l'aide d'une IRM conclut à l'existence d'anomalies cérébrales au niveau des lobes frontaux qui pourraient être en lien avec les traumatismes accidentels vécus. L'examen de la structure du cerveau permettant l'analyse de la morphologie du cortex cérébral montre des différences statistiquement significatives dans la structure cérébrale de M. M en comparaison à un groupe de sujets du même sexe et du même groupe d'âge. Les analyses morphologiques relèvent en particulier relève des différences dans la densité de la matière grise dans les zones centrales du cerveau, en particulier la zone liée à l'inhibition du comportement automatique et des réactions agressives. Et un bout plus loin, dans la partie discussion, il était indiqué que l'impulsivité pourrait être expliquée par des anomalies cérébrales au niveau des lobes frontaux et l'examen de la structure du cerveau montrant des différences de densité de matière grise. Donc on avait vraiment une expertise dans laquelle il y avait ces éléments-là, et puis une autre expertise dans laquelle il n'y avait pas ces éléments-là. Et donc, on a demandé ensuite à ces magistrats de s'exprimer d'une part sur l'expertise en elle-même, est-ce qu'elle est objective, est-ce qu'elle est fiable, est-ce qu'elle repose sur une base scientifique, et puis au fond, est-ce qu'on peut lui faire confiance, est-ce qu'elle paraît assez crédible, cette expertise, oui ou non, et est-ce que le raisonnement paraît au fond convaincant, le raisonnement clinique, les éléments apportés, est-ce que ça paraît au fond convaincant. Et donc ensuite, il y avait aussi quelques questions ouvertes qui étaient posées, notamment sur du coup comment le magistrat évaluait le lien entre le trouble mental et l'acte commis, comment il évaluait le risque de récidive et au fond, de manière plus générale aussi, l'influence qu'a une expertise ou qu'a l'expertise sur la prise de décision.
Les résultats, je vous les ai indiqués là, alors c'est peut-être un petit peu petit et on ne voit pas forcément très bien, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le p-value ici. Là où il y a un petit S, ça veut dire qu'au fond, on a une différence entre le groupe avec données neuroscientifiques et le groupe sans données neuroscientifiques, différence qui est significative d'un point de vue statistique. Et il apparaît donc effectivement que, en ce qui concerne la pertinence de l'expertise, en ce qui concerne sa qualité, son objectivité, sa fiabilité, le caractère convaincant de l'argumentation et la base scientifique, tous ces éléments apparaissent comme nettement plus probants pour les magistrats, et de manière, au fond, statistiquement significative. J'ai indiqué là, c'est peut-être aussi un peu petit à voir, mais au fond, des différences qualitatives justement sur ce qui pouvait en être dit. Hein. L'aspect au fond scientifique de l'expertise sur les questionnaires sans données neuroscientifiques, au fond, sur 10 réponses, 9 disaient que l'expertise paraissait pas scientifique, alors que sur 28 réponses d'un questionnaire où il y avait effectivement l'expertise avec les données scientifiques, sur les 28, eh bien seulement 2 étaient considérés comme non scientifiques et 23 étaient considérés comme scientifiques. Donc de simplement avoir mis ces éléments-là dans l'expertise, ça a donné un caractère, si vous voulez, nettement plus, une apparence au fond de scientificité, de fiabilité à l'expertise qui était tout à fait nette. On peut voir aussi que le résultat de ça était que ben, finalement le lien entre les troubles mentaux et les actes commis paraissait au fond significativement beaucoup plus consistant et au fond facile à comprendre pour les magistrats dans l'expertise où il y avait les données neuroscientifiques. Ce sont évidemment des aspects qui sont tout à fait intéressants puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, en réalité, ces éléments-là sont des éléments tout à fait pseudo-scientifiques puisque lorsqu'ils ont été utilisés dans des cas réels, ces éléments ont été balayés précisément en raison de leur caractère insuffisamment scientifique. On est là dans des conditionnels, ce qui est tout à fait intéressant. Et on n'a pas fait d'études là-dessus, mais il est évident que si en plus vous montrez les images à l'audience, des images avec, je ne sais pas quoi, des trous dans le cerveau ou une diminution de la matière grise, ça va avoir un impact très probablement encore plus important que l'impact que ne peut avoir simplement le texte, alors, alors que même le texte en soi entraîne une différence tout à fait significative dans la perception et au fond le sentiment de scientificité que l'expertise peut donner. Alors c'est évidemment un aspect qui est tout à fait intéressant, qui nous a beaucoup intéressés parce que pour nous évidemment que la question de qu'est-ce qui est scientifique et qu'est-ce qui est rigoureux dans le cadre de l'expertise psychiatrique est évidemment essentielle. Hein. C'est toute la question notamment de ce qui peut être réplicable ou pas, ce qui peut être dit avec suffisamment de certitude, ce qui est du registre de l'hypothèse et ce qui est du registre des choses auxquelles on ne peut pas répondre finalement. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès qu'on met des éléments de type neuroscientifique, eh bien, on est très à risque d'écraser au fond ces éléments-là sur des bases qui sont au fond assez fallacieuses. On voit que le temps avance vite et puis je ne veux pas déborder trop sur le temps qui m'est imparti, même si on a changé l'ordre des présentations, mais pour vous présenter une autre étude qu'on a faite pour vous montrer que cette question des liens entre les aspects biologiques, neuroscientifiques sont pour nous d'un grand intérêt et qu'on a tout à fait, je crois les uns et les autres, intérêt à mieux comprendre les mécanismes. C'est une étude qui visait à mesurer l'impact de la consommation de cannabis sur le risque de commission d'actes de violence chez de jeunes patients qui présentent une psychose débutante. Le fait d'avoir une psychose débutante, est-ce que le fait de consommer du cannabis
accroît le risque de passage à l'acte violent et si oui, de quelle manière, au travers de quels mécanismes et comment est-ce que les choses peuvent se passer véritablement. On a fait entrer au fond 265 patients qui présentaient une psychose débutante, qui sont pris en charge. On a dans le département de psychiatrie à Lausanne un programme spécifique de traitement et d'intervention précoce pour les troubles psychotiques débutants. Et puis on a fait enfin toute une série de recherches et d'évaluations de corrélations significatives. Alors, je vais vraiment passer très rapidement sur les résultats. J'avais envie de vous montrer ça plus comme un titre au fond d'illustration, mais simplement pour vous dire qu'effectivement, les résultats de cette recherche montraient que chez les jeunes patients ou des patients qui présentent une psychose débutante, le recours au cannabis représente un facteur de risque qui est tout à fait clair pour le développement de comportements violents. Et ça, au fond, avec deux types de profils qui se dégagent plus facilement. D'une part, ces jeunes psychotiques qui ont cette dépendance au cannabis et qui, par ailleurs, présentent des traits d'impulsivité, une impulsivité qui est importante. Et puis un autre groupe de patients qui, eux, se démarquent davantage, je dirais, au travers de leur anosognosie, de leur faible capacité d'insight, de leur faible capacité à percevoir leurs troubles. Ils sont dans le déni de leurs difficultés et du coup adhèrent beaucoup plus difficilement au traitement. Ce sont des processus d'adhésion aux soins qui sont beaucoup plus difficiles et où là, le cannabis, évidemment, joue un rôle aussi important. Et ce qui évidemment tendrait à dire que pour de jeunes patients psychotiques qui ont recours au cannabis, c'est une éventualité évidemment extrêmement fréquente, eh bien, les patients qui présentent une certaine impulsivité, les patients qui ont précisément des difficultés d'adhésion au traitement, sont certainement des gens qui devraient faire l'objet d'une attention tout à fait particulière si l'on souhaite être dans une perspective de prévention du risque, parce que très clairement, il y a un lien là biologique. On essaie de faire des régressions statistiques en termes de hiérarchisation. On est vraiment dans des aspects au fond très biologiques. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail de ça. Une dernière étude très rapidement pour montrer un autre aspect qui nous paraît intéressant autour de ces aspects neuroscientifiques, qui était là, au fond, une étude qu'on a menée chez des personnes détenues en lien avec la question de la capacité d'empathie. On sait que la capacité d'empathie, plutôt le manque de capacité d'empathie, est comportement violent. Et il s'agissait là de voir si on arrivait à un comportement violent. Et il s'agissait là de voir si on arrivait à pouvoir déterminer certains marqueurs, notamment des marqueurs physiologiques, qui pourraient éventuellement venir en complément ou peut-être même être meilleurs que, au fond, l'auto-administration d'un questionnaire traditionnel d'évaluation du risque de violence chez donc, des personnes condamnées pour des actes de violence. Et très rapidement, là aussi, je ne vais pas m'allonger. Ce qui était tout à fait intéressant, c'était de voir que dans les situations où on avait seulement fait passer un auto-questionnaire pour essayer de déterminer des facteurs de risque de réitération de violence, on n'arrivait pas véritablement à trouver de différence entre ceux qui ont récidivé et ceux qui n'ont pas récidivé. Par contre, avec des mesures physiologiques spécifiques, notamment au travers de mesures de la fréquence cardiaque et d'altération du rythme de la fonction cardiaque, donc d'éléments neurophysiologiques en lien avec des fonctionnements du système nerveux, eh bien, on a pu montrer qu'en faisant des associations entre certains éléments du registre psychologique et du registre physiologique, eh bien, on pouvait peut-être, ce sont des données très préliminaires, trouver des facteurs qui peuvent être des facteurs qui permettent de peut-être mieux déterminer, essayer de mieux identifier les personnes qui sont possiblement plus à risque de passer à l'acte de manière réitérée dans des comportements violents. Et donc on voit bien que ces champs neuroscientifiques sont intéressants également pour les experts,
Actuellement, ils ne sont pas utilisables en pratique quotidienne, en pratique de tous les jours, mais néanmoins, ces recherches peuvent nous amener à terme peut-être à pouvoir permettre de mesurer de manière plus peut-être plus précise, identifier de manière plus précise effectivement les personnes qui sont le plus à risque de réitération de passage à l'acte, puisqu'on est de plus en plus dans des logiques au fond préventives, et c'est ce qui est demandé notamment dans les expertises psychiatriques, et de pouvoir au fond déterminer le plus précisément possible les personnes qui pourraient bénéficier de mesures thérapeutiques et aussi avec quelle intensité dans une logique de prévention. Et certainement que là, ces pistes de recherche, au fond, sont tout à fait intéressantes. En même temps, on a le sentiment d'être un peu dans la proto-histoire pour le moment encore de tout cela par rapport à ce qui véritablement peut être tiré comme conclusion dans la pratique judiciaire et dans l'expertise psychiatrique autour des questions qui sont posées à l'expertise psychiatrique à l'heure actuelle, que ce soit en termes de responsabilité, en termes d'évaluation du risque et de mesures pour prévenir ce risque.